Can I now again ask you? Est-ce que je peux vous demander de souhaiter la bienvenue à nos chefs d'État qui vont se joindre à nous ici sur scène. Thank you very much. Merci beaucoup. Tout le monde est prié de bien vouloir s'asseoir. Prenez place, messieurs, mesdames. His Excellency President Cyril Ramaphosa. Son Excellence, Président Cyril Ramaphosa, Son Excellence, Président Lula Silva, His Excellency Son Excellence, Premier ministre Narendra Modi His Excellency et Son Excellence, Minister Wang Wentao. Ministre Wang Wentao, représentant Président Xi Jinping, Her Excellency Son Excellence Dilma Rousseff. Dilma Rousseff, Of the new development. présidente de la nouvelle Banque de développement, Son Excellence Vice-président Paul Machatile. May I warmly welcome the Je vous souhaite closing session of the BRICS. la bienvenue pour cette clôture de la session de BRICS. Aujourd'hui, la communauté des affaires de BRICS a eu des rencontres et on a eu des discussions importantes parlant en profondeur des sujets du forum d'affaires. Et ensuite, on aura les adresses de nos chefs d'État et ces remarques seront la pièce de résistance de ce menu d'aujourd'hui. Et je vais donc me tenir très bref en tant que petit hors d'œuvre pour ce qui reste à venir. Je vais juste rappeler que c'est pour le commerce et les voyages et les dialogues que les amitiés sont liées. Et c'est remarquable de quelle façon nos peuples et nos économies sont déjà liés. On a plus de 2000 ans de commerce entre l'Asie et l'Afrique, avec des délégations de commerce envoyées de la part des pharaons africains en Inde à l'époque de Ptolémée. Il y a plus de 1000 ans, il y avait une communauté de personnes qui vivaient dans cette partie australe du continent africain, près de la rivière Limpopo. C'était des artisans et des commerçants, c'est des artistes qui ont créé les rhinocéros dorés. Ils ont eu un commerce avec le monde extérieur, avec l'Inde, l'Arabie et la Chine. Ils ont vendu l'ivoire et l'or et ils importaient de la porcelaine de la Chine. C'était le de Mapangu. Les habitants de Chine créés de la dynastie de Song. Plus tard, dans la dynastie de Ming, il y avait des voyages de découverte avec une flotte de 300 navires qui a atteint la côte est du continent africain. Et ils ont vu les grandes villes africaines de Sofala, Mogadishu et de Mombasa. Les portes de l'Afrique, l'âge du colonisateur a vu les premières installations des Européens en Afrique pour avoir des rafraîchissements pour leurs bateaux en route pour l'Inde et les îles de l'océan Pacifique. Et à la suite, il y avait des larges parties des terres qui ont été colonisées. Il y avait des Indiens ensclavés qui ont été amenés sur les côtes africaines. Et plus tard, il y avait les travailleurs forcés qui arrivaient en Afrique du Sud pour travailler dans l'industrie du sucre, laissant une marque indélébile
sur les côtes africaines. Et donc, il y a eu aussi le commerce des esclaves transatlantiques au travers donc des océans. Et en effet, ensuite, l'État du Brésil donc a émergé de ces anciennes civilisations, que ce soit dans d'autres contrées, les Aztèques, les Mayas, les Incas. Et voilà, vous avez donc les origines de la samba, que ce soit d'Angola et du Congo. Et puis, là, pour les Russes, eh bien, l'auteur Alexandre Pouchkine, son grand-père, était donc d'origine africaine, et que ce soit aussi bien la famille est arrivée en Russie où il est devenu noble, et que ce soit donc en Chine, en Russie, en Inde, dans beaucoup de parties du monde. Vous avez donc des luttes, mais quelque part, nous sommes tous connectés, non seulement par notre histoire, mais aussi par notre avenir. Et je dois dire que une économie en Afrique, où l'Afrique du Sud représente le cœur du continent africain dans différents secteurs, technologie, le numérique, l'espace aérien, les satellites. Mesdames et messieurs et chers amis, nous avons donc cette exposition pas très loin d'ici, à Gallagher Estate, qui présente les produits de 200 entreprises avec 20 pays qui participent ensemble avec les partenaires du groupe des pays du BRICS. Et j'aimerais vous demander, vous exhorter à visiter cette exposition pour l'industrialisation respectueuse de l'environnement, pour les véhicules électriques, pour la production de batteries, etc. Excellences, mesdames et messieurs, je pense que la communauté des affaires a eu des discussions approfondies concernant l'investissement, le commerce et la coopération au niveau technique. C'est mon plaisir d'inviter maintenant M. Sim Tshabalala, qui est donc le PDG du groupe de la Standard Bank en Afrique du Sud, pour ses observations. Et je vous invite à prendre la parole, Monsieur Tshabalala. Merci beaucoup, cher ministre, pour cette présentation. Donc, Vos Excellences, Mesdames et Messieurs, c'est un privilège de vous adresser la parole au Forum des affaires du groupe des pays du BRICS en 2023 concernant le thème de la croissance accélérée. Et ce forum a eu des sessions hautement dynamiques organisées, et où ont participé les académiciens des différents pays, des entrepreneurs, des décideurs, des politiques, des universitaires. Et je pense que, en effet, ce forum qui a lieu ici à Sandton, à Johannesburg, la capitale de la province de Gauteng d'Afrique du Sud, qui génère plus de 35% du PIB de l'Afrique du Sud, dont une grande proportion, voyez-vous, est générée ici. Et c'est généré par l'Afrique du Sud, par des coopérations sophistiquées et très réussies par des PME. Et par exemple, la Standard Bank a pu donc mentionner une croissance d'actions entre 15 et 20%. Pour mettre cela en perspective, d'autres marchés émergents sont plutôt à moins 3% pour la même période. Et pour les coopérations sud-africaines,
les relations, les voyages, l'histoire, le commerce. Eh bien, en effet, donc c'est un honneur, mesdames et messieurs, de parler en tant que membre du panel sur la coopération avec la Chine et avec M. Ricardo, le président de Brazilian Association of Animal Protein. Nous avons parlé du changement climatique, des énergies renouvelables, et on ne peut pas donc décrire ce moment profond que nous avons eu par rapport à cet événement de ce matin. Concernant je pense que la Chine, avec une acquisition de 1,8% de milliards, avec 100% d'appropriation de cette Power Transmission des compagnies du Brésil en 2010, cela illustre quelque part l'expertise et la coopération entre la Chine et l'Afrique du Sud, avec les pays du groupe des BRICS, qui quelque part devient une réalité. L'Afrique du Sud a certes certains défis à surmonter, le taux du chômage, l'inégalité, etc. Mais en effet, donc regardez cette richesse de ce quartier de Saint-Thome qui se trouve à quelques kilomètres seulement d'Alexandra, un des townships les plus pauvres. Et en effet, au sein de la BRICS, on parle d'innovation, d'inclusion. Et par exemple, nous avons entendu parler du Brazilian Financial Service Innovation. Et ce qu'ils ont dit était très familier pour nous. Et les défis, certes, nous en avons en Afrique du Sud, mais nous avons aussi des avantages compétitifs. Et les coopérations que j'ai mentionnées, eh bien, c'est un point fort. Donc, inclut un respect des lois et garantissent qu'il fourrait aussi bien une devise et au travers de nos banques centrales, avec les marchés des capitaux et des flux des capitaux. Cela garantit que le retour sur investissement sera rapidement accessible dans la devise des investisseurs, selon leur choix. Et il y a d'autres avantages compétitifs mentionnés par un des membres du panel chinois, et il a appelé cela donc les produits célèbres d'Afrique du Sud, le thé rooibos, le vin et une expérience touristique extraordinaire. Cela nous mène à un autre point fort d'Afrique du Sud, c'est-à-dire sa chaleurosité, son état d'esprit ouvert pour les touristes, mais aussi pour les affaires. Et nous avons donc beaucoup de partenaires et certains peuvent rentrer ici, beaucoup donc sans visa ou avec un visa en ligne. La libéralisation du voyage, je pense, pourra encourager davantage les affaires avec le groupe des BRICS. Et l'avantage compétitif de l'Afrique du Sud émerge d'un réseau d'investissement bien développé avec d'autres Africains. La Chine en fait est donc le partenaire le plus grand de l'Afrique du Sud. Mais l'Afrique du Sud est donc le deuxième plus grand exportateur de notre continent bien-aimé et le quatrième importeur. Et concernant les investisseurs, que ce soit des pays de BRICS ou du monde entier, nous avons donc la démographie de notre continent et les conditions propices sont très accueillantes et attrayantes et bientôt nous aurons la zone ZLECAf de libre-échange. Et je pense que ce sera la région qui va se développer le plus vite d'ici 2030, la plus rapide au monde. Et en effet, le commerce intra-africain pourrait doubler avec l'ouverture de la ZLECAf, avec 3,4 milliards de dollars d'investissement en opportunités pour l'infrastructure en Afrique émergente. Et puis, je pense que c'est très simple. Si vous voulez donc investir dans ce potentiel énorme de l'Afrique, eh bien, c'est ici qu'il faut commencer, ici à Sandton, en Afrique du Sud. Les discussions d'aujourd'hui ont
explorer des solutions tangibles pour débloquer les opportunités d'investissement du commerce pour les nations du BRICS et d'autres nations. Concernant donc notre production agricole, nous avons aussi fait de comparaisons des contrats mentionnés entre les régions. Les participants étaient d'avis qu'en effet, il reste encore beaucoup à faire pour améliorer l'accès au marché et l'agriculture et le commerce agricole. En effet, c'est le même pour, il en va de même pour l'Afrique en général. Et vu les investissements et un bon environnement de politique propice au commerce, je pense que l'Afrique du Sud et l'Afrique devraient redevenir le panier et de l'Afrique. Et je pense qu'une transition juste pourrait nous donner une économie inclusive et durable. Les énergies renouvelables représentent une opportunité énorme pour une collaboration avec le secteur public et privé au travers des pays de la BRICS, mais aussi au-delà de ces pays-là. Et je pense que l'avenir se dessine de manière très claire. Nous devons créer des emplois et certaines des PME deviennent des unicornes. Et même les multinationales telles que PYD ou bien le Consent of China. Et pour que ceci puisse avoir lieu, nous devons créer un environnement propice aux affaires, un bon système d'éducation, un système robuste et aussi les institutions financières appropriées. Les participants ont mentionné aussi l'accès au marché pour les entrepreneurs et il y a des opportunités pour favoriser le commerce et la création d'emplois. Et encore une fois, cela met en exergue la valeur de liens appropriés et des ponts aériens tels que mentionnés pour les entrepreneurs. Il y a eu des discussions concernant le rôle des fintech dans chaque pays concernant l'expertise des uns et des autres et les réussites. Et concernant la finance pour les PME, eh bien, les participants ont mentionné, et ils ont raison, que les startups étaient vulnérables, particulièrement dans les phases initiales par rapport au taux d'intérêt qui augmente. Il est donc nécessaire d'aider les PME et de fournir des capitaux concessionnels. Il est donc nécessaire d'avoir certaines conditions préalables pour les micro-entreprises, pour le soutien des foyers à revenus faibles et la démocratisation des données et l'accès universel. Et l'Inde, justement, a un accès aux données et aussi le Brésil. En Afrique, le Kenya a une croissance durable et rapide grâce à la téléphonie mobile qui a donné accès aux finances. Et nous avons aussi l'intention d'avoir les paiements au niveau international. Nous avons donc décidé d'avoir cette discussion avec justement le système de paiement panafricain qui a un potentiel immense pour stimuler la croissance, le commerce, pour donner une certitude et réduire les coûts des paiements transfrontaliers en Afrique. Alors que ce soit au travers d'une devise du BRICS ou pas. Donc, il y a encore pas de consensus à cet égard. Et de la perspective des banques, eh bien, je pense que on pourrait donc maintenir une distinction entre les paiements internationaux d'un côté, mais aussi donc nos devises d'un autre côté. Par exemple, donc l'exemple des
et PAPS l'a bien illustré, qu'il serait possible de simplifier le commerce international en utilisant les devises au niveau des pays, n'est-ce pas, au niveau local. Et il est nécessaire d'être réaliste concernant les réserves internationales des devises telles que mentionnées par les banques centrales, avec une haute crédibilité dans la mise en œuvre de cette politique monétaire et d'avoir aussi bien donc des politiques au niveau fiscal. Et nous devrons penser aux différentes juridictions avec une convertibilité complète en tout temps. Ces caractéristiques ne sont pas donc quelque chose qui peuvent être initiées du jour au lendemain. Nous devons donc en discuter pour arriver à un consensus. Et finalement, le forum a aussi entendu parler donc des progrès qui ont été faits quant au développement institutionnel par rapport aux différents mécanismes et qui se focaliseront sur des domaines d'intérêt commun tels que l'infrastructure, le secteur manufacturier, l'énergie et les services financiers. En conclusion, les discussions ont été vraiment très utiles pour pouvoir débloquer cet immense potentiel pour le commerce et l'investissement entre les pays des BRICS. Je vous remercie pour votre aimable attention. J'aimerais remercier Tim Tshabalala pour ce rapport de la part de la communauté des affaires. J'aimerais donc aussi souhaiter les différents invités. Donc, nous avons donc les ambassadeurs, les hauts commissaires, les différents PDG des bureaux du BRICS Business Council. Et c'est un plaisir maintenant de pouvoir s'inspirer de cette vision de l'Afrique, n'est-ce pas, et de l'Afrique du Sud. J'aimerais donc vous souhaiter la bienvenue et donner la parole à son Excellence, le président Cyril Matamela Ramaphosa, président d'Afrique du Sud. Merci beaucoup, directeur de programme, ministre Ibrahim Patel, Votre Excellence, Président Luis Lula da Silva, Votre Excellence, Premier ministre Narendra Modi, honorables ministres et leaders des entreprises et des affaires, Vos Excellences, le président de la nouvelle Banque de développement, M. Stilma Roussoff, je vous souhaite la bienvenue et c'est un honneur d'avoir cette opportunité de participer à cette séance des leaders du Forum des pays du BRICS. Et j'aimerais particulièrement remercier M. Tim Tshabalala pour le rapport qu'il vient de nous donner. Et particulièrement, il a souligné un message qui a émané de vous tous en tant que business leader sur les opportunités immenses que vous avez su identifier en investissement dans les pays du groupe des BRICS. Et en effet, ce groupe existe non pas seulement pour renforcer les gouvernements et les relations entre les gouvernements, mais également pour forger donc des liens beaucoup plus solides entre les peuples de nos 5 nations. Et pour cette raison, il y a différents organes qui ont été établis depuis que la BRICS a été formée pour permettre les opérations entre les différentes sociétés, que ce soit donc pour les affaires, pour le secteur social, la politique, mais aussi pour les sports. Et le BBC, le BRICS Business Council, le Conseil des affaires de la BRICS, des pays du groupe de la BRICS, veut renforcer ses liens avec les pays respectifs pour avoir une
perspectives communes sur une croissance économique inclusive et le développement, tel que nous l'avons entendu du rapport qui nous vient de nous être donné par M. Tshabalala. Les changements qui ont eu lieu dans nos économies des pays de BRICS lors des dernières dizaines d'années ont été significatifs pour transformer nos économies et l'économie mondiale ensemble. Les pays du BRICS représentent un quart de l'économie mondiale et représente un cinquième du commerce mondial et plus de 40% donc de la population mondiale. Basé sur cette agglomération de ces 5 pays, nous avons un impact important sur les différents aspects des activités mondiales. Alors que nous célébrons le 15e anniversaire de BRICS, et le commerce entre les pays de la BRICS est d'un montant de 162 milliards de dollars l'année dernière. Par rapport au rôle de nos économies, je pense qu'il y a aussi un investissement direct étranger qui est 4 fois plus que de ce qu'il ne l'était il y a 20 ans. Toutefois, cette nouvelle vague de protectionnisme a un impact unilatéral sur les mesures et sur la comptabilité, et puis cela peut miner la croissance économique mondiale et le développement. Donc cela est incompatible et il faut réaffirmer notre position. Et la croissance économique doit être accompagnée de transparence, d'inclusivité et doit être compatible avec un système multilatéral pour le commerce qui soutient notre programme de développement par les 5 pays membres du BRICS, tel qu'il a été établi dès le début. Cela requiert une réforme fondamentale des institutions financières mondiales pour qu'on puisse agir de manière plus agile et responsive aux changements pour surmonter les contraintes de développement de nos économies. À cet égard, le BRICS établi et la Nouvelle Banque de développement établie en 2015 est à l'avant-garde. Depuis sa formation, cette banque a démontré sa capacité à mobiliser des ressources pour l'infrastructure et pour le développement durable dans les énergies émergentes sans conditionnalité. Et avant d'arriver à cette séance, un peu plus tôt, je parlais justement avec le président de la Banque de développement, et puis elle me disait justement comment cette nouvelle banque de développement, ce qu'on appelle le New Development Bank, soutient le programme de développement des différents pays. Et nous sommes très fiers de cela et nous sommes connaissants. Alors en effet, les économies de BRICS sont des moteurs puissants de croissance mondiale et en effet, il y a aussi de nouveaux risques tels que pour la création d'emplois, l'égalité, mais aussi pour l'éradication de la pauvreté dans beaucoup de pays membres du BRICS. En effet, j'étais très enthousiaste de vous entendre ce que vous aviez mentionné au travers du rapport de M. Tshabalala, et aussi bien le fait que vous vous êtes concentré sur la réduction et l'élimination de la pauvreté, l'inégalité, et en effet, c'est très positif. Et de recevoir de tels messages de la communauté des affaires au travers de ce forum. Et vous, en tant que leader des affaires, vous désirez, vous êtes en phase et avec l'agenda et le programme de développement des affaires du BRICS. Et en effet, vous êtes conscient des ravages de la pauvreté et de l'inégalité.
Par conséquent, il est nécessaire de travailler de concert pour trouver, identifier des solutions et de pouvoir résoudre d'autres défis qui affectent nos économies respectives. Alors, de la perspective de l'Afrique du Sud, il y a beaucoup de potentiel pour l'investissement dans notre pays et en effet, sur le continent africain également. La reconnaissance de ce potentiel, c'est donc le thème pour ce sommet de la BRICS. En effet, donc BRICS et l'Afrique, donc le partenariat pour une croissance mutuelle accélérée pour le développement durable et le multilatéralisme inclusif. L'Afrique est un continent de grandes opportunités en processus d'industrialisation dans toute une variété de secteurs. Et ce continent est doté de ressources minières qui ont déjà eu beaucoup de succès dans le XXIe siècle. Ce continent a du lithium, du cobalt, du palladium et du cuivre, des minerais et ce sont les minerais que nous trouvons ici et qui alimentent nos activités et les activités économiques de par le monde. Et les Africains sont clairs par rapport aux investisseurs. Ce sont ceux qui viendront investir sur ce continent, mais aussi bien ils doivent fabriquer ou ils doivent transformer ces ressources ici, sur place, pour que les pays africains ne fassent pas d'exportation de produits bruts, mais plutôt des produits finis tels que nous le désirons. Et nous voulons donc développer des chaînes d'approvisionnement ou des chaînes de valeur régionales robustes qui donneront aux investisseurs une diversité et une résilience. Le continent africain, avec l'ASLECAF, crée un marché unique et on s'attend à ce que ce marché puisse aussi bien s'accroître et servir plus de 1,7 milliard de personnes avec 7 milliards de dollars pour les entreprises d'ici 2030. Cette réussite continentale africaine requiert un investissement massif dans l'infrastructure. Nous avons besoin de nous mobiliser et de trouver les financements nécessaires pour construire nos routes, les ports, les chemins de fer, l'énergie, la télécommunication, ces réseaux et qui nous permettront d'avoir une meilleure industrialisation et un commerce. Et je suis ravie d'entendre que vous, en tant que communauté des affaires, vous avez identifié tous ces domaines en tant qu'opportunités dans lesquelles vous pouvez investir. La croissance de nos économies africaines sera menée par les PME et cela requiert une focalisation spécifique, mais aussi bien un soutien particulier à ces petites et moyennes entreprises et aussi bien un financement particulier qui sera injecté et dirigé et qui inclura les femmes, la jeunesse, pour qu'ils puissent recueillir ces fruits de cette zone ZLECAf, telle que nous l'avons mentionné. En Afrique, alors que nous voulons accroître nos économies, nous nous focalisons également sur l'habilitation des femmes de ce continent qui, au travers du colonialisme, n'ont pas pu réaliser leur plein potentiel et ensuite par l'apartheid ici en Afrique du Sud. Et il faut libérer les femmes de ce continent pour qu'elles puissent faire du commerce, pour qu'elles puissent faire des affaires et accroître nos économies de nos pays respectifs. L'Afrique a donc une population jeune dans les zones urbaines
qui de plus en plus s'intéresse au numérique pour l'avenir. Je pense qu'il est nécessaire d'investir dans les compétences et les aptitudes de cette jeunesse. Ce facteur positionne l'Afrique comme donc le cœur de la productivité et du continent pour contribuer et participer à la croissance africaine, à ce parcours, n'est-ce pas, qui pourra être réalisé au travers d'une bonne coopération et plus grande coopération dans des domaines comme l'infrastructure, l'agriculture, le secteur manufacturier, l'énergie et l'économie numérique. J'ai été heureux d'entendre que ce sont aussi des domaines que vous, en tant que hommes et femmes d'affaires, sur lesquels vous vous focalisez. L'Afrique du Sud est bien positionnée pour les marchés africains, facilités par la zone ZLECAf et par d'autres accords commerciaux. La puissance de l'Afrique. L'Afrique donc est bien dotée de minerais de diamants qui fournit un environnement propice pour les compagnies qui voudraient s'établir ici sur le sol africain. L'Afrique du Sud a aussi bien une capacité industrielle significative avec l'innovation et une bonne base d'usines et de fabrication. Pour ceux qui ont investi ici, ils reconnaissent que l'Afrique du Sud a un marché de capitaux bien établi et un système financier robuste, avec une économie diversifiée et sophistiquée. Et ce pays possède en effet une infrastructure de classe mondiale et des ressources naturelles en abondance, aussi bien des clusters industriels pour soutenir les investissements avec les mesures incitatives nécessaires. Cela représente des opportunités de partenariat dans le domaine d'énergie renouvelable, l'infrastructure, l'aquaculture, les TIC, le domaine automobile, le domaine pharmaceutique et aussi bien donc le domaine manufacturier. Donc il est clair, il ressort clairement du rapport qu'on nous a lu, que nous avons eu donc un forum de la BRICS, des entreprises d'affaires de la BRICS, le BBC, donc le Business Council. Eh bien, je pense, j'aimerais remercier les ministères et les leaders présents ici qui ont contribué de manière significative à la réussite de ce forum de BBC et où nous avons eu plus de 1500 personnes. Je pense que c'est un événement très réussi en tant que forum des affaires du Conseil des pays du groupe des BRICS. Et je pense que nous aurons des résultats productifs tels que requis, n'est-ce pas, pour qu'on puisse donc dynamiser nos économies respectives vers une croissance accélérée. Et dans 2 heures à peu près, les leaders de la BRICS pourront se réunir dans une retraite pour discuter de questions liées à nos pays respectifs du groupe des BRICS, donc l'expansion peut-être du groupe des BRICS, car certains pays représentés ici, pour certains, désirent faire partie de cette famille des 5 pays des BRICS et rejoindre ce groupe, rejoindre cette famille. Et en effet, il est important pour nous de nous accroître, d'accroître notre structure, mais aussi notre influence de par le monde. Et nous allons prendre cela en considération et le désir comment se faire partie du groupe des BRICS. On prendra en considération le rapport de vos discussions également, alors que nous allons considérer la voie à suivre pour l'avenir des pays du groupe des BRICS. Votre participation ici a vraiment renforcé ce narratif des pays de la BRICS et cela confirme que la BRICS est
un acteur important dans cette architecture mondiale, géopolitique et économique, et nous espérons que cela sera ainsi à l'avenir également. Et je vous remercie d'avoir participé à ce forum. Thank you very much. Merci beaucoup, Monsieur le Président, pour ces remarques, ces observations. Et c'est un plaisir maintenant d'inviter le président de la République fédérale du Brésil, son Excellence, la présidente Lula da Silva. Applaudissons Madame la Présidente, son Excellence. Merci. Je tiens à féliciter le gouvernement sud-africain d'avoir accueilli ce forum des entreprises. Je tiens à saluer aussi les chefs d'entreprise ici présents. Je tiens aussi à saluer le gouvernement sud-africain d'avoir accueilli ce forum des affaires. Je tiens à exprimer ma satisfaction de partager cet événement avec les autres dirigeants des pays BRICS. Je remercie également tous les hommes d'affaires présents, en particulier la direction du Business Council qui fête ses 10 ans. L'établissement des partenariats entre les secteurs privés est une dimension très pertinente des BRICS et qui donne vie et continuité aux relations entre le pays. Depuis le premier sommet des chefs d'État et de gouvernement, notre participation à l'économie mondiale s'est élargie. Nous avons déjà dépassé le G7 et nous représentons 32% du PIB mondial en parité de pouvoir d'achat. Les projections indiquent que les marchés émergents et en développement sont ceux qui afficheront le taux de croissance le plus élevé dans les années à venir. Alors que les pays industrialisés devraient connaître une croissance moyenne de 2,7% en 2022 et de 2,3% en 2004, la croissance prévue pour les pays en développement est de 4% cette année et la suivante. Cela montre que le dynamisme de l'économie et dans les pays sud, les BRICS en sont les moteurs. Le stock d'investissement direct étranger des BRICS au Brésil a augmenté de 167% entre 2012 et 2021, atteignant 34,2 milliards de dollars. Aujourd'hui, près de 400 entreprises du bloc opèrent au Brésil. Après les 6 dernières années de recul et de stagnation, le Brésil va à nouveau générer des emplois de qualité, lutter contre la pauvreté et augmenter les revenus des familles brésiliennes. Il y a 2 semaines, j'ai présenté le nouveau PAC, Programme d'accélération de la croissance. Celui-ci prévoit la reprise des entreprises qui étaient paralysées, l'accélération de celles qui sont en cours et la sélection de nouveaux projets. C'est un vaste programme avec de nombreuses opportunités qui peuvent intéresser les investissements des pays BRICS. Nous prévoyons de mobiliser 340 milliards de dollars pour la modernisation de notre infrastructure logistique avec des investissements dans les routes, les chemins de fer, les voies navigables, les ports et les aéroports. Nous donnerons également la priorité à la production d'énergie solaire, éolienne, biomasse, éthanol et biodiesel. Notre potentiel de production d'hydrogène vert est énorme. Nous établirons des partenariats entre le gouvernement et les entreprises dans tous ces domaines, sous forme de concessions, de partenariats publics-privés et de contrats directs.
Pour que les investissements reprennent et génèrent du développement, nous devons assurer plus de crédibilité, de prévisibilité, de stabilité juridique au secteur privé, ainsi que politique et social. Pour cette raison, j'ai défendu l'idée d'une plan d'intégration financière avec l'adoption d'un instrument de référence des paiements internationaux pour faciliter les échanges et les investissements qui ne remplacera pas nos monnaies. Les besoins de financement non satisfaits des pays en développement restent très élevés. Et l'absence de réforme substantielle des institutions financières traditionnelles limite le volume et les modalités de crédit des banques existantes. La décision de créer la nouvelle banque de développement a représenté une étape importante dans une collaboration efficace entre les économies émergentes. Notre banque commune doit être un leader mondial dans le financement de projets qui répondent aux défis les plus pressants de notre époque. En diversifiant les sources de paiement en monnaie locale et en élargissant son réseau de partenaires et en élargissant le nombre de membres, la NDB constitue une plateforme stratégique pour promouvoir la coopération entre les pays en développement. Dans cette stratégie, l'engagement avec la Banque africaine de développement sera central. Au niveau multilatéral, les BRICS se sont démarqués comme une force œuvrant pour un commerce mondial plus juste, plus prévisible, équitable et non discrétionnaire. Nous ne pouvons accepter un néocolonialisme vert qui impose des barrières commerciales et des mesures discriminatoires sous prétexte de protéger l'environnement. À partir de décembre, le Brésil assurera la présidence du G20. La présence de 3 membres BRICS dans la troïka du G20, à savoir l'Inde, Brésil, Afrique du Sud, est une grande opportunité pour avancer sur les questions d'intérêt pour les pays du Sud. Nous avons déjà la participation de l'Afrique du Sud, mais la représentativité du groupe peut être élargie avec l'entrée de l'Union africaine et d'autres pays du continent. It's just a water. Excusez-moi, j'ai tellement parlé, j'ai voulu boire un petit peu d'eau. Donc il m'a manqué l'essentiel pour survivre en fait. Donc, mesdames et messieurs, de retour à la présidence de mon pays, j'ai repris les orientations de la politique étrangère brésilienne. Nous avons commencé à reconstruire l'intégration sud-américaine. Nous avons repris nos partenariats avec les États-Unis, la Chine et l'Union européenne. Nous avons accueilli le sommet des pays amazoniens. Il nous manquait encore le retour du Brésil en Afrique. Il est inacceptable qu'en 2022, le commerce du Brésil avec l'Afrique ait diminué d'1 tiers par rapport à 2013, où il était de près de 30 milliards de dollars. Le flux commercial avec l'Afrique ne correspond encore qu'à 3,5% du commerce extérieur du Brésil. Notre réseau d'accords commerciaux est encore à ses balbutiements. Les accords existants avec l'Afrique australe et l'Égypte datent de mon second mandat. En 2022, plus de 65% des exportations du Mercosur vers l'Afrique sont allées vers des pays africains avec lesquels il n'y a pas d'accord en vigueur. Il y a beaucoup de place pour croître. En plus d'un passé qui nous unit, nous partageons également une vision commune de l'avenir. Lors de mes 2 premiers mandats, le continent africain a été une priorité pour le Brésil. J'ai fait 12 voyages en Afrique et j'ai visité 21 pays. Le Brésil est de retour sur le continent qu'il n'aurait jamais dû quitter. L'Afrique a de vastes opportunités et un énorme
potentiel de croissance. Pour discuter de l'avance des échanges avec le continent, le Brésil a réuni ici à Johannesburg en juin dernier les responsables des secteurs de promotion commerciale de toutes nos représentations dans les pays africains. L'Afrique est en train de construire un ambitieux projet de zone de libre-échange constitué de 54 pays, 1,3 milliard d'habitants et un PIB de plus de 3 000 milliards de dollars. Dans ce continent qui abrite le plus grand nombre de personnes jeunes du monde et qui sera le plus peuplé en 2010, les débouchés sont pour les produits brésiliens tels que l'alimentation et les boissons, le pétrole, le minerai de fer, les véhicules et les produits sidérurgiques sont innombrables. L'Afrique dispose de 65% des terres arables disponibles dans le monde et d'une forte vocation d'être une puissance agricole, capable de nourrir la population et d'offrir des solutions pour la sécurité alimentaire mondiale. Combinant investissement et technologie, le Brésil a développé des techniques modernes d'agriculture tropicale qui peuvent être reproduites avec succès en Afrique. Grâce à la Société brésilienne de recherche agricole, nous avons fait du Cerrado une zone de haute productivité agricole et nous pouvons reproduire cette expérience dans la savane africaine, cette expérience très réussie au Brésil. Mon gouvernement a également repris les politiques publiques de soutien à l'agriculture familiale qui est indispensable pour la lutte contre l'insécurité alimentaire et la faim qui affecte nos continents. Le programme Plus d'aliments, que j'ai relancé en juin dernier, permet aux petits producteurs d'accéder au financement pour l'achat de tracteurs, d'outils et de moissonneuses. Comme par le passé, une version de Plus d'aliments pour l'Afrique devait être reprise comme un autre aspect de la coopération sud-sud brésilienne. L'Afrique est également au cœur des transitions numériques et énergétiques. La couverture Internet couvre déjà la majeure partie de la population africaine et les centres d'innovation numérique et les sociétés de services de technologie financière se multiplient. Au Brésil, nous sommes à la pointe des services de paiement électronique qui facilitent la vie de millions de personnes et d'opportunités de collaboration. Comme l'Amérique du Sud, le continent africain possède d'importantes réserves de minerais comme le lithium et le cobalt qui joueront un rôle stratégique. Pour ne pas rester dans de simples exportateurs de produits primaires, nous devons en profiter pour forger l'intégration de nos chaînes de production et ajouter de la valeur aux biens et services que nous produisons de manière durable. L'Afrique est la région du monde qui émet le moins de gaz à effet de serre. Cependant, elle n'en finit pas de faire face aux conséquences les plus perverses du réchauffement climatique, comme les sécheresses, les inondations, les incendies et les cyclones. Comme le Brésil, plusieurs pays africains ont des plans complets pour renouveler leur mix énergétique. Nous partageons la responsabilité de prendre soin des forêts tropicales et de préserver la biodiversité. Nous en avons en commun le souci de lutter contre le processus de désertification. Les services environnementaux écosystémiques que les forêts tropicales fournissent au monde doivent être rémunérés de manière juste et équitable. Les produits de la sociobiodiversité peuvent générer des emplois et des revenus et offrir des alternatives à l'exploitation prédatrice des ressources naturelles. Voilà, donc ce sont les piliers du plan de transition écologique que nous lancerons prochainement. Pour que notre intégration économique et productive s'épanouisse, il faudra étendre les liaisons maritimes et aériennes entre les deux rives de l'Atlantique. Il est inexplicable que nous n'ayons toujours pas de vol direct entre Sao Paulo et Johannesburg, le Caire ou Dakar, indispensable à l'augmentation des flux de personnes, de commerce et du tourisme.
En ce sens, la proposition du Business Council des BRICS, à savoir la mise en place d'un accord multilatéral de services aériens pour le groupe avec les principales autorités nationales des transports, de l'aviation et des transports, est très pertinente. Les BRICS ont une chance unique de façonner la trajectoire du développement mondial. Vous, entrepreneurs, vous faites partie de cet effort. Ensemble, nos pays représentent un tiers de l'économie mondiale. Cette pertinence augmentera avec l'entrée de nouveaux membres à part entière et partenaires de notre dialogue. La collaboration entre les secteurs publics et privés est essentielle pour exploiter ce potentiel et obtenir des résultats durables. Merci beaucoup et bonne chance. Obrigado. Merci beaucoup à son Excellence le président Lula da Silva. Notre prochain orateur est le président de la Fédération russe, son Excellence Vladimir Poutine. Il ne peut pas être avec nous et donc il le fera au travers d'une vidéo. Je vais donc demander à ce que la vidéo puisse être lancée. Donc, Président Ramaphosa, mesdames et messieurs, chers amis, je suis heureux de pouvoir saluer le gouvernement, les représentants des affaires et les spécialistes et les experts qui se sont réunis à ce forum des affaires. J'aimerais donc mentionner que de pouvoir avoir un tel forum et avec le forum qui réunit des leaders de différents pays des BRICS nous aide à promouvoir l'investissement et le commerce pour améliorer nos liens de coopération, pour pouvoir élargir les affaires pour nos communautés respectives et nos peuples et pour accélérer la croissance économique et sociale de nos États pour réaliser les objectifs de développement durable. Donc, c'est essentiel de se focaliser sur ces questions après la reprise économique suite à la pandémie de la COVID-19 pour le bien-être de nos citoyens, pour le développement, le transport efficace pour les chaînes d'approvisionnement, la logistique et les transferts technologiques. Et ces défis sont complexes, doivent être traités avec certainement dû à la volatilité des bourses, les crises énergétiques, les devises, les marchés alimentaires couplés avec ces pressions des inflations qui représentent des émissions telles que mentionnées par de carbone dioxyde par les pays qui mènent par ailleurs à une dette publique et privée. Cela affecte nos pays aussi bien par des sanctions, ces pratiques illégales, aussi bien par nos actifs quelque part gelés par les différents pays, le gel des avoirs de nos États souverains. Et il est nécessaire d'augmenter nos différentes activités, de pouvoir aussi bien parer aux inégalités, au manque d'emploi, donc au chômage, aggravé par ces problèmes chroniques de l'économie mondiale. Je pense que c'est surtout les pays pauvres qui sont le plus touchés. Et donc les États
de la BRIC ont décidé d'œuvrer de concert pour pouvoir augmenter, accroître nos économies pour obtenir des résultats beaucoup plus tangibles. Donc, différents projets ont été lancés. Le commerce augmente et notre coopération est basée donc sur les principes, sur l'égalité, donc le trans. Et c'est au cœur de nos stratégies qui reflètent les aspirations des communautés de ce qu'on appelle la majorité. Et en effet, pendant les 10 dernières années, les investissements entre les États de BRICS ont augmenté et se sont multipliés même par 6. Et dans l'ensemble, je dois dire, l'investissement dans l'économie mondiale a uniquement doublé, alors que leur export total a atteint 20% de l'exportation du monde, alors que pour la Russie, notre relation et le volume de commerce avec les partenaires des pays BRICS a augmenté de 40,5% et en effet a atteint 230 millions de croissance en plus. Et nous voyons donc 13,35% comparé à la même période en 2022 où nous avions donc 130 milliards de dollars. Donc, concernant ces populations, nous voyons maintenant une population de 3 milliards de personnes qui représentent 26% du PIB. Et pour les 5 pays, je pense que, en effet, nous avons participé au G7 et là, nous avons mentionné encore une fois, donc, 35,1% contre 30% pour le mois d'août. Les objectifs sont un processus irréversible de délibération lorsqu'il s'agit d'augmenter et de trouver les mécanismes pour le contrôle financier. Alors, par rapport au déclin du dollar américain. Cela représentait l'année dernière uniquement 28,7%. En fait, ce sommet est là pour discuter en détail de différents sujets concernant la transition des devises nationales et de la coopération économique entre nos 5 nations. La nouvelle banque de développement du groupe des pays du BRICS devient une alternative crédible aux institutions de développement occidentales. Il est donc naturel qu'il est nécessaire d'augmenter et d'améliorer la connexion entre nos pays pour la coopération de ces 5 pays et le BBC est une initiative de donc le BRICS Council Forum est là pour trouver des solutions importantes concernant les chemins de fer, les corridors et la logistique pour améliorer les activités de la Russie avec les partenaires concernant cette route maritime. Nous avons encore la route maritime du Nord qui pourra fournir une route commerciale la plus efficace qualité-prix pour les marchés des consommateurs, que ce soit pour l'agriculture ou l'industrie. Alors, concernant cette route maritime du Nord, j'aimerais donc mentionner que la Russie a adopté un plan à large échelle qui sera donc lancé. Et
s'assurer de la connexion ferroviaire et routière. Et je pense que nous avons aussi la nécessité d'augmenter nos différentes infrastructures pour le corridor de transport nord-sud. Cela pourra être un corridor qui pourra connecter la mer du Nord au Baltique et le golfe Persan et l'océan Indien pour fournir les opportunités de transport de cargo entre l'Eurasie et les pays africains. Et il y aura des mécanismes logistiques qui sera développés tout au long de ces routes. Et puis, nous souhaitons avoir une coopération avec les pays de BRICS sur les fournitures d'énergie, pour fournir de l'énergie fiable, non interrompue pour les ressources alimentaires, aussi bien pour les produits agricoles, les engrais, pour renforcer la sécurité alimentaire et énergétique, s'adresser aux questions humanitaires et pouvoir lutter contre la famine et la pauvreté. Toutes ces questions ont été discutées en profondeur lors du sommet Russie-Afrique. Par exemple, les produits agricoles et le commerce a augmenté donc de 10% avec un montant de 6,7 milliards de dollars américains de janvier à juin cette année. C'est une augmentation de 60% et sur cette question, nous représentons nous avons aussi donc 11,5 milliards de tonnes en 2022 et 10 millions de tonnes pour les premiers mois de 2023, donc en alimentation. Et je pense qu'il est nécessaire d'avoir une meilleure logistique des transports et des paiements facilités par des mécanismes sur lesquels nous nous mettrons d'accord. Et il est donc nécessaire de réagir et je ne pense pas qu'on peut blâmer de manière hypocrite la Russie pour pour différentes raisons et je pense qu'il est nécessaire d'assurer la sécurité alimentaire et on ne peut pas donc montrer du doigt ce Green Deal qui a été conclu avec la participation du secrétariat de l'ONU. Et je pense que un total de 32 millions de tonnes de cargo a été exporté de l'Ukraine avec plus de 70% qui ont pu quand même aussi bien parvenir à des pays à revenus moyens et élevés. Cela inclut l'Union européenne et 3% pourtant ont été uniquement livrés à des pays moins développés, c'est-à-dire 1 million de tonnes. Et donc, ce soi-disant Green Deal et les sanctions imposées sur la Russie a empêché la Russie de remplir ses obligations qui ont été simplement ignorées. Et le transfert des minerais et des engrais ont été bloqués. Et en fait, je pense que c'est une campagne plutôt humanitaire qui devrait donc être mentionnée ici. Et depuis le 18 juillet, nous n'avons pas pu remplir nos obligations concernant ce Green Deal.
et nous pensons que nous avons toutefois voulu remplir toutes ces obligations. Maintenant, si ils ont essayé de remplacer ce grain en provenance d'Ukraine et nos récoltes pourtant sont supposées être parfaites, devraient à nouveau être parfaites cette année et cela représente donc pourtant 50 000 tonnes de grains qu'on aurait pu livrer au travers de ces cargos. Les négociations avec nos partenaires vont être entreprises à cet égard et nous allons donner priorité aux alliances et aux interactions aux pays qui pourront participer pour pouvoir soutenir les entreprises PME au travers des pays de la BRICS. Cela implique aussi bien les citoyens et il faudra parler de l'administration, de la régulation, le commerce électronique, la numérisation et les chaînes de valeur. Et j'aimerais remercier le programme qui soutient les États, les entrepreneurs qui ont partagé à ce forum pour changer la donne, pour pouvoir trouver les différents fonds, utiliser une technologie beaucoup plus moderne. Et il est significatif de continuer à développer la coopération avec les pays de la BRIC dans le domaine de la réforme de l'économie et puis de travailler de concert pour promouvoir des approches pour le changement climatique dans l'arène internationale. Notre pays a mis en place les stratégies pour baisser notre empreinte de carbone dioxyde et au travers de l'introduction d'une innovation technologique, de modernisation d'infrastructures pour une énergie propre, pour la conservation des écosystèmes, aussi bien sur terre que sur mer. Et nous pensons que la mise en œuvre des objectifs du changement climatique qui ont été facilités au travers de technologies variées, je pense que cela pourrait nous aider, que ce soit au travers de l'énergie hydro ou nucléaire. Il est nécessaire de parler de partenariats à multifacettes et d'une coopération avec les pays de la BRIC pour s'assurer d'une croissance durable pour nos épis, mais aussi bien pour promouvoir une économie réussie, alignée aux cibles ODD telles que établies par les Nations Unies pour lutter contre la pauvreté, éradiquer les famines et pour une sécurité alimentaire. Et je suis confiant que le forum BRICS et le BBC continueront leur travail créatif pour améliorer le contact entre les entrepreneurs et avec les pays membres de la BRICS pour des projets qui seront à l'avantage. Et en conclusion, j'aimerais aussi bien, je vous invite à venir au Forum économique de la Russie qui aura lieu du 10 au 13 septembre dans la ville de Cordova et où il y aura donc la possibilité de continuer cette discussion avec les communautés de la BRICS. Je vous remercie. Ça sera donc le Forum économique de l'Est. J'aimerais remercier le Président pour ses observations. J'ai le plaisir maintenant d'inviter le Premier ministre de la République de l'Inde, son Excellence le Premier ministre Modi. Nous pouvons l'applaudir et l'accueillir. Merci.
Mes Excellences, bonne soirée à tous. Et je suis très heureux que, immédiatement après mon arrivée en Afrique du Sud, mon premier engagement, c'est le Forum d'affaires de BRICS. Je voudrais d'abord remercier le président Ramaphosa pour son invitation et pour l'organisation de ces rencontres. Mes félicitations et meilleurs vœux pour le 10e anniversaire du Conseil d'affaires de BRICS. Dans la décennie passée, le Conseil d'affaires de BRICS a joué un rôle vital pour améliorer notre coopération économique. En 2009, quand il y a eu le premier sommet des BRICS, le monde sortait juste d'une crise massive financière et BRICS en est sorti en tant qu'un espoir pour l'économie mondiale. Et ensuite, encore une fois, pendant la pandémie de Covid, et le monde fait face aux défis économiques. Et encore une fois, les rôles des pays BRICS est important. Chers amis, malgré la volatilité de l'économie mondiale, l'Inde est le pays avec la plus importante économie qui va atteindre 5,3 trillions de dollars. Et dans les années proches, l'Inde sera le moteur propulseur du monde. La raison de cela, c'est que l'Inde a transformé des obstacles et défis en opportunités économiques. Dans les années passées, nous avons entrepris un nombre de réformes qui facilitent les commerçants Inde. Nous avons diminué les obstacles réglementaires et nous avons amélioré la création d'un cours d'insolvence et nous avons donc créé un nombre d'opportunités pour le secteur privé. Nous avons focalisé surtout sur les services publics et la bonne gouvernance en faisant usage d'une nouvelle technologie qui nous a permis d'accomplir une inclusion financière. Ceci inclut aussi les femmes en Inde. Avec un clic, il y a des milliers de personnes qui peuvent recevoir des transferts directs de recettes. Ceci a amélioré la transparence et les services publics, réduit la corruption et enlevé les frais, les coûts de faire des affaires. En Inde, en allant des vendeurs dans la rue jusqu'aux grands supermarchés, tout le monde utilise UPI, cette plateforme de paiement. L'Inde est le pays avec le nombre le plus élevé de transactions électroniques dans le monde, suivi par les Émirats unis, la France et d'autres se joignent à cette plateforme. Et il y a donc des opportunités pour les pays de BRICS. Il y a des investissements sur l'infrastructure qui changent le paysage de façon drastique. Nous avons fait des provisions d'environ 120 milliards de dollars pour les projets d'infrastructure. Et avec ces investissements, nous créons la fondation d'une Inde puissante pour l'avenir, dans tous les domaines, des chemins de fer, des connexions routières et des aéroports. Aujourd'hui, en Inde, des nouvelles autoroutes sont construites à une vitesse de centaines d'aéroports
de kilomètres d'autoroutes avec le nombre d'aéroports qui a été doublé dans les 9 ans passés. Les frais de logistique sont réduits, sont importants, ce qui est au bénéfice du secteur de production. L'Inde prend des mesures actives pour faire de l'Inde un pôle de production dans l'énergie solaire, éolienne, des voitures vertes et de l'hydrogène vert. C'est bien naturel qu'avec tout cela, l'Inde deviendra un marché immense pour les technologies renouvelables. Et aujourd'hui, l'Inde a l'écosystème des startups au 3e place du monde. Et ça comprend FinTech, la technologie de communication, et tous ces efforts ont des efforts positifs sur la vie du peuple. Les revenus de nos habitants ont à peu près triplé depuis ça. La position des femmes a évolué d'une façon importante dans les banques, dans les publics, dans les services de santé. Les femmes travaillaient en égalité avec les hommes. La population de l'Inde a résolu de devenir une nation développée d'ici 2040. Et je vous invite de prendre votre part dans le développement de l'Inde. On connaît l'importance des chaînes de valeur résilientes et la transparence est d'une importance primaire. En combinant nos forces, nous pouvons faire des contributions importantes pour le bien-être du monde, surtout pour les pays du Sud. Je veux féliciter les leaders du Forum d'affaires de BRICS pour une solution valable et je veux aussi remercier mon ami président Ramaphosa pour ses préparations extraordinaires pour cet événement. Merci beaucoup. J'aimerais remercier le Premier ministre Narendra. On a maintenant une contribution de la part du président de Xi Jinping, président de la République populaire de la Chine, qui sera soumis de M. Wang Dengtao, le ministre de Commerce de la République populaire de Chine. Veuillez souhaiter la bienvenue à ministre Wang de la part du président Xi. Merci, ministre Patel. C'est un grand honneur pour moi de vous conférer les remarques de Xi Jinping, le président de la République populaire de Chine, pour la clôture du Forum d'affaires 2023. Son Excellence, président Matemala Ramaphosa, membre de la communauté d'affaires, mesdames, messieurs, mes amis, j'aimerais vous conférer mes salutations pour le succès de BRICS. Il y a 10 ans, ici en Afrique du Sud, les leaders de BRICS ont vu la naissance du Conseil d'affaires de BRICS. Et depuis, ce Conseil a suivi sa mission initiale et a approfondi la coopération entre nos pays et a continué le développement économique et social des pays BRICS pour soutenir la croissance économique mondiale. Les changements de cette époque dans ce monde se développent d'une façon jamais connue auparavant, qui amène la population humaine à un point de pivot nouveau.
Est-ce que c'est confrontation ou est-ce que c'est coopération? Est-ce qu'on va créer une stabilité ou est-ce qu'on va se laisser glisser dans une nouvelle guerre froide? Est-ce qu'on va travailler sur les demandes d'inclusion ou est-ce qu'on va sombrer dans une dépression? Est-ce qu'on va avoir des échanges mutuels pour construire de la confiance? Ou est-ce qu'on va se laisser aveugler par une mauvaise conscience? Les choix, l'avenir du monde se reposera sur les choix que nous faisons. Nous avons accompli un nombre de développements importants, social et économiques dans les décennies passées. Nous avons tiré des leçons des deux grandes guerres et de la guerre froide. Et avec la globalisation économique, nous avons choisi un chemin de développement et coopération. Aujourd'hui, notre monde est devenu une communauté avec un avenir partagé dans lequel nous participons tous. Mais ce que nous souhaitons, c'est surtout pas une nouvelle guerre froide ou un bloc exclusif. Nous voulons avoir un monde propre avec une paix et une prospérité générale. Et ça, c'est la logique des avancements historiques. Il y a 10 ans que j'ai fait la proposition de construire une communauté avec un d'avenir partagé pour les hommes, pour construire un monde que nous pouvons tous nous sentir chez nous. Et nous, au travers de tous les pays, doivent veiller à promouvoir la vision d'une communauté pour le bénéfice de l'humanité. Il faut se concentrer sur le développement et beaucoup des marchés émergents ont arrivé là où ils sont aujourd'hui après s'avoir libérés du colonialisme. Avec persévérance, travail acharné et des sacrifices, on a gagné notre indépendance et on a choisi un chemin de développement. Tout ce que nous faisons, c'est de construire des meilleures vies pour notre peuple. Il y a des pays qui essaient de maintenir son hégémonie, a fait des grands efforts pour crippler ce développement. Celui qui arrive à rattraper les choses devient un cible pour des mesures d'obstruction. Et nous, chaque pays a le droit au développement et les peuples de ces pays ont le choix de poursuivre la vie à leur façon. Et donc, je fais appel à la communauté internationale de suivre la voie du développement durable. Les grandes avances ont été faites en poursuivant cette initiative avec des coopérations qui sont actives dans ces domaines. La Chine va travailler avec tous les pays sous le développement dans une façon compréhensive et en profondeur pour améliorer la vie des habitants du monde. Il faut accomplir une sécurité universelle. On vit dans un monde turbulent. Beaucoup de régions ont des conflits et des guerres et beaucoup de gens se voient déplacés. On partage cet espoir, l'espoir d'éradiquer la cause profonde des guerres et de l'insécurité. Les faits ont montré que la poursuite d'une alliance militaire pour maintenir sa hégémonie ne peut que créer des insécurités pour tous les pays. Une nouvelle vision de coopération et sécurité durable peut nous mener vers une sécurité universelle. L'année dernière, on a formulé l'initiative de sécurité mondiale qui a trouvé un support à travers le monde. Et le critère, c'est d'avoir du dialogue au lieu de la confrontation. Il faut créer une approche positive
pour accomplir la sécurité. Il faut rester engagé dans l'échange entre les civilisations. Une fleur ne peut pas amener le printemps, mais beaucoup de fleurs peuvent former un beau jardin. C'est à cause de nos différences historiques et systématiques qu'il faut préserver notre tradition d'interaction, de créer de la division avec les faux choix entre démocratie et autoritarisme ne peuvent nous mener qu'en direction d'un conflit de civilisation. Je fais appel à l'initiative de civilisation qui se base sur les valeurs de l'humanité et les échanges culturels et coopération. La Chine invite tous les autres pays de participer dans cette initiative. Il faut encourager d'autres civilisations de faire le meilleur. Il faut casser des barrières pour promouvoir des échanges. Mesdames, Messieurs, chers amis, une ancienne philosophie chinoise dit le changement est la nature de l'univers. Les pays représentés par BRICS sont fondamentalement actifs à changer le paysage mondial. Nos pays ont contribué autant que 80% de la croissance mondiale à travers les dernières années. Et notre part de la BNP mondiale s'est accrue de 24% jusqu'à 40%. C'est comme une grande rivière. BRICS est une force positive et stable pour le bien et continuera, et on va développer davantage nos partenariats. On va poursuivre l'expansion de nos membres, on va coopérer avec d'autres marchés en émergence et pays. On va créer un monde multipolaire et une meilleure transparence dans les relations internationales pour que l'ordre international soit more juste et équilibré. Tous les pays présents en Afrique du Sud aujourd'hui, ce n'est pas un exercice pour devoir prendre part ou de créer la confrontation avec un nouveau bloc, c'est de poursuivre l'architecture de paix et de développement. Plus de 20% sont en train de frapper à la porte des BRICS et la Chine espère qu'il y en aura plus qui vont se joindre à ces mécanismes. Mesdames, Messieurs, chers amis, la Chine reste engagée pour une politique étrangère indépendante au service de la paix, pour construire un meilleur avenir pour l'humanité. En faisant partie du pays du Sud, la Chine partage le même air avec ces pays. La Chine défend les intérêts des pays en voie de développement et travaille pour développer les activités du monde émergent. L'hégémonie n'est pas dans la RNA de la Chine. La Chine n'a pas d'intérêt de s'engager dans une compétition des différentes puissances. La bonne voie doit être poursuivie pour le bien commun. Le Parti communiste de la Chine poursuit la réjuvénation de la Chine. La modernisation de la Chine veut accomplir une prospérité commune, l'harmonie entre l'humanité et la nature et le développement paisible pour toutes les nations. La modernisation chinoise a créé une nouvelle forme d'avance humaine. Nous espérons que d'autres pays en voie de développement peuvent se reposer sur ces accomplissements des civilisations humaines pour trouver leur propre voie de développement. Le développement de haute qualité est une priorité pour la Chine. Nous sommes engagés de poursuivre cette nouvelle philosophie de développement. Dans les décennies passées, la Chine a contribué 30% à la croissance mondiale. Cette année, l'économie chinoise a recouvert de la crise d'une façon importante.
et dispose d'un marché immense au niveau de la demande et est un des fournisseurs majeurs de la production mondiale. L'économie chinoise est d'une grande résilience et vitalité. Les fondamentaux qui soutiennent la croissance de la Chine, ils vont aller de l'avant de plus en plus fort. Le développement en Chine est accompagné par une politique de la porte ouverte pour tout le monde. La Chine va développer des standards élevés, on va améliorer l'accès à nos marchés pour les opportunités d'investissement et l'élargissement du secteur de services. On va protéger des investissements étrangers et des sociétés et on va créer un réseau international avec une vue mondiale. On va poursuivre la création d'une Chine nouvelle sous l'égide d'une neutralité en carbone et poursuivre la transition dans le développement économique et social. La Chine va de l'avant en poursuivant la modernisation pour ses 1,4 milliard d'habitants pour devenir une partie de plus en plus importante de l'économie mondiale. Mesdames, Messieurs, chers amis, cette mission formidable est une tâche glorieuse. En travaillant en unité, on ne sera pas intimidé par quelque risque ou défi que ce soit, parce que le développement humain est en voie d'un avenir meilleur. Merci beaucoup. J'aimerais remercier le président Xi Jinping pour ses remarques et le ministre de nous en faire part. Nous avons entendu les points de vue qui représentent plus de 40% de la population mondiale. Entendu les rapports de la communauté mondiale dont les représentants se sont retrouvés ici. C'est avec ça qu'on arrive à la clôture de cette session. J'aimerais remercier les chefs d'État, les excellences pour leur temps et pour les commentaires dont ils nous ont fait part. Les chefs d'État vont partir maintenant. Pour continuer dans la suite de leur programme sur les jours à venir, je vous demande de me joindre à les remercier pendant qu'ils prennent leurs adieux. Est-ce que je peux avoir votre attention, s'il vous plaît? C'est le moment de vous dire tous mes remerciements pendant que nous arriverons à la fin des événements de ce jour. Pour ceux qui doivent encore voyager, pour le reste, quand vous sortez, je vous prie de laisser les récepteurs d'interprétation sur vos chaises.
ce sommet d'affaires BRICS 2023 nous mènera vers un meilleur avenir.